Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit des Camerounais résidant à Douala. Où sont passés les travaux de réhabilitation et d'aménagement des axes routiers les plus dégradés de la capitale économique? Les Camerounais souffrent le martyre et les premières pluies qui provoquent l'aggravation des désagréments que rencontrent usagers, automobilistes et populations au quotidien. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Ils sont des milliers Camerounais, mais aussi réfugiés, sans acte de naissance au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Et le Haut-Commissariat des réfugiés tente de résoudre ce problème au moment où de nombreux enfants n'ont pas accès à l'école, faute de ce document légal. Comment pouvoir fournir des actes de naissance sans brader la nationalité camerounaise à ces enfants réfugiés? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans l'arrondissement de Douala 4e, les populations vivent un véritable calvaire, notamment à Mabanda, là où un projet d'aménagement routier avait été annoncé depuis de nombreuses années. Dès les premières pluies, les populations sont confrontées à des mares d'eau et des lacs qui se forment sur des routes en piteux état. Elles essayent tant bien que mal de se préparer à la grande saison de pluie et son lot de désagréments entre inondations et des routes pratiquement qui sont devenues impraticables. C'est le constat que font Robert Mokoubé et Gladys Sidier dans ce reportage. Nous sommes à Mabanda, un quartier situé dans l'arrondissement de Douala 4e. Ici règne une promiscuité ambiante. Les mares d'eau jonchent pratiquement toutes les rues. Les caniveaux sont complètement bouchés. Conséquence, de petits lacs se sont formés çà et là, rendant la circulation difficile. Les habitants sont obligés de raser les murs pour se frayer un chemin. Les automobilistes ont eux aussi du mal à circuler. Les populations souffrent du mauvais état de ces routes. Les enfants ne partent pas à l'école parce que la route est gâtée. Il y a beaucoup d'écoles ici. Il faut que le gouvernement nous aide à rembler la route pour que les enfants soient aussi en bon état pour aller à l'école comme tous les autres. Une situation vraiment déplorable parce que cette route-ci, ça c'est la plus mauvaise route de Bamada. Tous ceux qui n'entrent pas ici, là, dès qu'il pleut, personne ne peut plus entrer par ici. Et nous sommes à côté d'un lycée. Un lycée dit de non, qu'on ne peut pas ranger une route qui mène là-bas, vraiment, on ne sait pas à quoi on s'attend. Les enfants tombent dans l'eau ici, là. Seulement dans les caniveaux, les trous sont tellement profonds que les enfants, on risque de perdre les enfants à cause de cette route. Avec l'arrivée des pluies, les craintes de ces populations se sont multipliées, car le risque d'inondation est bien plus grand. Parmi les comportements inappropriés des automobilistes figure au premier rang l'excès de vitesse, suivi des dépassements dangereux, mais également la surcharge et la conduite en état d'ivresse. Les campagnes de prévention routière n'ont pas vraiment changé les mauvaises habitudes de ces automobilistes camerounais. Ils ont une fois de plus été sensibilisés sur les différents axes routiers du Cameroun. Reportage Isabelle Carole Zopet et Innocent Abega. Flashé par un radar d'unité de gendarmerie sur la nationale numéro 5 pour excès de vitesse, ce conducteur nie les faits en bloc au moment de son interpellation. Tout à l'heure, nous avons pris un usager qui n'a pas respecté la limitation des vitesses. Il est à 78. Néanmoins, arrivé, on lui demande de payer son amende. Il dit non, ce n'est pas son véhicule. En fait, j'ai été interpellé par la prévention. Oui. Bon, malheureusement, j'ai eu un petit doute au niveau de la couleur de mon véhicule, où j'ai vu Ford bleu. Pourtant, ma Ford est plutôt noire. Et puis le matricule, je suis normalement immatriculé Ouest 546 AU. Mais mon ticket présentait Ouest 546 AN. D'où le doute c'était. Monsieur, voilà le radar. Essayez d'examiner, voilà le radar. C'est simple. D'abord mon véhicule. Regardez, il faut aussi mettre la vidéo. Bon, mettez la vidéo. Votre c'est flashé à quel
Une fois qu'il sera face aux images de son véhicule captées par le radar, il réalise qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et s'acquitte aussitôt de sa contravention. Croyant que peut-être c'était un dupe, je suis arrivé sur le lieu et j'ai constaté évidemment que c'était mon véhicule. Là, je suis rassuré, ça va. Tous les véhicules qui traversent cet axe passent au peigne fin des éléments du secrétariat d'État à la Défense qui ont multiplié les postes de contrôle. La fouille est systématique pour chaque véhicule. Cette opération de prévention routière, menée par le secrétariat d'État à la Défense, vise à réduire considérablement les accidents en traquant les automobilistes qui ne respectent pas les normes. Nous sommes là pour lutter contre les conducteurs véreux, comme je peux les appeler. Il y a aussi des transports mixtes. Nous voyons des gens qui transportent des hommes et du carburant dans les véhicules. Là aussi, c'est dangereux pour nous. Cette opération s'étend également sur la nationale numéro 3, un autre axe accidentogène. Ici, le mode opératoire est le même si Dame Pluie s'invite, ces agents ne baissent pas les bras. Les véhicules stationnés le long de la rue témoignent de nombreux cas de conducteurs qui peinent à être en règle. Parmi les infractions enregistrées, l'excès de vitesse des conducteurs occupe la tête du peloton. Il y a une persistance des infractions relatives à la vitesse. Les gens ne respectent pas les signalisations horizontales et verticales sur la chaussée. Il y a une persistance de la mauvaise qualité d'état technique des véhicules, le non-port de ceinture de sécurité. L'opération a été intensifiée en raison de la fête de l'unité qui s'annonce. En ce qui concerne la préparation de la fête nationale de l'unité, il y a des mesures de sécurité. C'est-à-dire que nous devons sécuriser les principaux axes routiers qui conduisent vers les principales agglomérations du pays. Dans ce cadre, donc, nous prescrivons à nos gendarmes et nous veillons à ce qu'ils procèdent à des contrôles de sécurité, des vérifications d'identité, la fouille des véhicules. En rappel, il existe un numéro vert pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Sur les routes des écarts, l'insécurité gagne du terrain dans les milieux des conducteurs de mototaxis au point de provoquer des tensions durant le week-end dernier. Il a fallu l'arbitrage de l'autorité administrative pour sensibiliser les conducteurs de mototaxis sur le respect de la réglementation en vigueur, mais également sur la sécurité afin d'extirper les brebis galeuses et les agresseurs au sein de ce corps d'activité. Reportage Joël Niem et Gladys Sidier. Un vent d'insécurité souffle sur la ville d'Ezeka. Après des séries d'agressions, de vols à main armée, les hors-la-loi se sont lancés dans le vol des motos. On a reçu des agressions de nos propres frères qui roulent les motos. Nos propres frères ensemble, les benzineurs comme nous. Et cette agression a dégénéré dans la ville d'Ezeka. On a fait 2 jours de grève. Moi, j'ai été victime d'un poignard qui m'a même raté et qui a pris mon petit frère qui est présentement couché à la maison. Sans soin, rien. Personne ne prend soin de lui. Et la victime même qui est malade, personne ne prend soin de lui. La personne même qui a commis ce forfait, on ne le retrouve pas. Après plusieurs dénonciations infructueuses des conducteurs de moto, ils ont décidé de cesser les activités durant 2 jours afin d'inciter les autorités à prendre des mesures concrètes. Le préfet du Nyong-Ekele a convoqué une réunion de crise avec les différents acteurs pour les écouter et pour trouver des solutions en vue d'assainir le secteur. Quand on travaille ensemble, on arrive toujours à mettre fin à la criminalité. Je voudrais maintenant demander à tous ceux qui ont le couteau, les papas, venez me donner. Les papas, je vais vous arrêter, venez me remettre devant moi. Certains conducteurs de moto en possession des armes blanches ont été interpellés séance tenante et présentés à la foule. Au terme de cette réunion de crise avec les autorités, les conducteurs de moto victimes d'agressions expriment leur déception face aux mesures prises qui peinent à être appliquées. Après cette réunion, on n'a rien eu comme conclusion de bon, puisque devant le préfet, il y a un poignard qui est sorti et ce poignard a été récupéré. Mais bien après, on a appréhendé cette personne, on le revoit libre dehors. C'est ce qui fait mal à la population. On se pose des questions, est-ce que c'est comme ça que cela se passe ou bien peut-être on ne sait plus comment vivre avec cela. Les autorités nous aident à vivre mieux. Ou bien c'est une histoire de nous laisser tomber, on ne sait plus. On se pose des questions, c'est un peu ça. Pour limiter les cas d'agression et assainir le secteur des mototaxis à Ezeka, les autorités ont décidé de procéder à l'identification systématique des différents acteurs. Elles entendent aussi relancer les comités de vigilance
dans les différents quartiers. Dans la région du Sud, certains centres de formation en agriculture ont dû fermer les portes. Et pour cause, il n'y a pas d'étudiants et un manque de matériel didactique et de matériel technique pour pouvoir promouvoir l'agriculture en zone rurale. C'est le constat que fait Joseph Abena dans ce reportage. Cette salle vide est une classe du centre de formation en agriculture, fermée pour défaut d'étudiants. Nous sommes à Krébé, et Krébé est une ville touristique où la majorité des jeunes ont été habitués à la culture de la pêche, et un centre de formation professionnelle comme celui-ci, au départ on pensait que c'était la bienvenue compte tenu du contexte géographique, mais on s'est rendu au fil du temps que les jeunes ne s'intéressaient pas à la formation. Entrepreneur agricole, ces jeunes hommes bénéficient du programme d'appui du gouvernement au secteur informel. Déjà, j'aimerais noter que je suis un ancien bénéficiaire du PIASI. Lorsque je commençais les activités agro-pastorales en 2004, j'ai bénéficié du PIASI en 2007. Et c'était vraiment difficile au départ par manque de moyens. Et j'ai bénéficié d'un financement de 900 000 francs du PIASI qui a permis à contribuer à ce que je suis aujourd'hui. Le PIASI n'a jamais cessé de faire ses preuves dans le département de l'Océan. Parce que depuis 2006 qu'il est effectivement en activité, il a financé plus de 500 projets dans le département. 500 parce que j'ai peur des chiffres, mais je dirais 700 projets déjà financés par le PIASI dans le département de l'Océan. Et les jeunes sont notre priorité. Faute des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, le jeune entrepreneur s'est rabattu sur les établissements scolaires pour créer ce qu'il appelle des jardins scolaires. Le concept du jardin scolaire, c'est une initiative du centre de formation professionnelle agricole de Krébé qui s'est rendu compte effectivement qu'il avait des difficultés en termes d'effectifs. Et il a donc initié ce projet-là qui est basé sur 3 fondements. Le premier fondement, c'est les derniers résultats du recensement de la population qui indique qu'il y a un taux de déperdition de plus de 90% entre la cible et la terminale. Il était question d'agir à ce niveau parce qu'on se pose la question de savoir les 90 autres jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'à partir de l'agriculture, on peut véritablement réduire ce taux de déperdition? Premier fondement. Deuxième fondement, c'est la culture agro-pastorale. Dans Krébé où nous nous trouvons, nous nous sommes rendus effectivement compte que les jeunes n'ont pas été initiés à la culture agro-pastorale. Alors à partir des élèves qui n'ont véritablement pas la connaissance du passé, on pourra véritablement inculquer la culture agro-pastorale afin que tous les besoins alimentaires qui se manifestent aujourd'hui par la surenchère puissent également trouver solution à partir de cette culture que les élèves auront en produisant eux-mêmes les produits agro-pastoraux. Au-delà de la volonté du chef de l'État à pousser les jeunes vers l'agriculture, il y a nécessité d'une véritable politique pour sortir la jeunesse du scepticisme actuel. Comment améliorer la qualité de l'information financière afin d'aider les dirigeants à prendre les meilleures décisions pour le développement de leur entreprise? C'est l'objectif des travaux menés par des experts comptables réunis à Douala. D'autres détails avec Dallas Kana et Donald Brice Kamgan. L'information financière est l'un des principaux outils sur lesquels les investisseurs s'appuient lors de la prise de décision. La qualité de cette donnée est donc un élément décisif dans les choix que les opérateurs économiques étrangers ou locaux opèrent et elle émane des experts comptables. Si l'audit comptable des entreprises est donc biaisé, les conséquences sont néfastes pour l'activité économique. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun confie y veiller. Les investisseurs redoutent plus, ce n'est pas tellement l'argent qu'ils redoutent, le financement. Ils redoutent la qualité d'information parce que s'il se trompe sur l'information, il va perdre toute la mise. Donc, et c'est nous qui sommes garants de ça. Si vous savez les normes de comportement qui sont derrière, nous avons toute une juridiction. On nous appelle une institution ordinale. Ça veut dire qu'on régit l'ordre. Donc, et il y a un code derrière tout ça. Si on peut sanctionner un expert comptable là et le radier. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus exercer la profession.
La rencontre internationale de Douala vise surtout à outiller les experts comptables sur le système comptable de l'OHADA, récemment révisé. La formation est assurée par un expert international, assisté par une expertise camerounaise, avec des professionnels venus de plusieurs pays africains. Les bilans seront plus sérieux. Donc, tout ce qu'on va appliquer, quand on va parler OHADA, les états financiers OHADA auront les mêmes structures, les mêmes qualifications, et donc on peut parler de la même langue pour tous ces états. Et les bilans seront les mêmes et qualitativement ce sera très bien. Donc quand on va faire un audit, ce sera de qualité grâce à cet outil. C'est très bon. La contribution à la bonne gouvernance financière aux côtés de l'État, rôle clé de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, ne peut se faire qu'en puisant dans les meilleures pratiques en matière d'audit comptable à l'international. Le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuit son évangile de la paix et du dialogue à Limbé, dans la région du sud-ouest. Joseph Dione-Gouté a échangé avec les forces vives dans cette partie de cette région du Cameroun afin de leur transmettre le message du chef de l'État, à savoir sa disponibilité et sa volonté ferme à dialoguer et discuter de toutes les questions, sauf celles concernant la sécession du Cameroun. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre s'est rendu également sur le campus de l'université de Buea afin de rencontrer les jeunes et de porter ce message de paix et de dialogue venant du président de la République du Cameroun. Le Premier ministre qui poursuit son périple dans la région du sud-ouest jusqu'à la fin de cette semaine. Évoquons à présent ces milliers de personnes résidant au Cameroun sans acte de naissance. La situation est davantage préoccupante pour de nombreux enfants réfugiés. Après 3 ans de procédure judiciaire, le Haut-Commissariat des réfugiés, les autorités camerounaises sont parvenues à trouver un mécanisme visant à donner un document légal pour permettre à ces enfants de pouvoir poursuivre leurs études au Cameroun. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Réfugiés comme nationaux, des milliers de personnes vivent sur le territoire camerounais sans acte de naissance. Le Haut-Commissariat des réfugiés est préoccupé par le cas de ces individus en situation d'apatridie. L'apatridie est un phénomène qui concerne des individus qui ne peuvent se prévaloir d'aucune nationalité ou des individus qu'aucun État ne reconnaît comme leur national. Pour le HCR, l'apatridie est un problème social que nous devons tous contribuer à éradiquer. La régularisation de la situation des apatrides doit obéir à la présence d'informations importantes sur la personne concernée. En disant l'individu apatride au Cameroun et d'ascendants réfugiés devrait automatiquement devenir camerounais pour sortir de ce phénomène, ce serait à éliminer d'autres pistes de solutions. Parce que la solution à un cas peut orienter un apatride vers une nationalité qui est celle du pays où il se trouve, ou alors à une nationalité d'un pays qu'il a quitté ou que ses parents ont quitté. Donc un apatride, lorsque les conditions sont réunies, peut obtenir la nationalité du pays où il se trouve. Donc si un réfugié, un apatride descendant de réfugiés se trouve au Cameroun, eh bien nous militons pour que le gouvernement camerounais, comme ça se fait ailleurs, puisse mettre en place des mécanismes pour que la nationalité que l'individu puisse obtenir soit la nationalité camerounaise. Mais lorsque les éléments sont réunis, les conditions sont plus favorables, l'individu pourrait être plutôt rattaché au pays d'origine de ses parents. Comme ailleurs, au Cameroun, le HCR encourage le gouvernement à œuvrer pour éliminer l'apatridie. Le bureau de cet organisme des Nations Unies à Douala a procédé par exemple à la distribution des registres d'état civil à plusieurs centres pour garantir leur capacité à faire des apatrides des personnes avec une nationalité. C'est une collaboration qui existe entre nous et le Bureau national de l'état civil qui nous mène à faire la remise de ces registres d'état civil pour renforcer leur capacité pour des centres qui n'ont pas vraiment tout le nécessaire. Les officiers d'état civil édifiés sur l'apatridie ressortent outillés de cet échange avec le HCR. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons d'abord identifier les gens qui font partie de la patrie. Après avoir identifié, il faut prévenir, il faut protéger tout ce monde pour les ramener avant les actes de naissance. Actuellement, où je me retrouve, j'ai une centaine de cas d'annonce en état civil. J'ai beaucoup bénéficié de cet exposé parce que je n'avais pas de détails sur la patrie. Donc maintenant,
je peux bien m'en sortir si je suis face à un cas pareil. Chaque enfant a droit à une nationalité. Ce slogan du HCR sonne bien pour sensibiliser la société. De l'énergie solaire pour optimiser le fonctionnement des maternités et réduire de fait l'infertilité, la mortalité infantile dans certaines maternités au Cameroun. C'est une initiative portée par Ségolène Royal et des membres du gouvernement visant à pouvoir donner de l'énergie dans ces centres de santé situés dans les zones rurales. D'autres précisions avec Marcelin Gransop. Situé dans l'arrondissement de Bikok, département de la Mofu et Akono, le village Éco de 1 broie du noir depuis des lustres. Le centre de santé du coin a toujours offert un spectacle désolant aux patients. Il a accouché dans de bonnes conditions, mais seulement qu'il n'y avait pas la lumière. Parce qu'on a des problèmes là, quand tu viens accoucher, on se débrouille avec les bougies, les lampes, les torches, parfois même dans le noir. Des difficultés corroborées par le chef du village d'Éco de 1. Enfin heureux de voir sa localité commencer à sortir des ténèbres. Nous sommes déjà un village très peuplé, nous avons plus de 1500 âmes. Lorsque vous amenez votre femme ici et qu'elle commence à contracter pour accoucher dans la nuit, il n'y a pas un autre chemin. On fait recours soit à la bougie, soit à la lampe tempête, par moment à l'allumette. C'est un triste souvenir. Et voici que le centre de santé d'Éco de 1 fonctionne désormais à l'énergie solaire. Une grande première rendue possible grâce à l'entre-gens de Célestine Ketia Cortez, alors présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, branche du Cameroun. Lorsqu'il n'y a pas d'énergie dans une maternité, lorsqu'une femme donne vie dans l'obscurité. C'est elle qui, lors du sommet COP21, a touché le cœur de Ségolène Royal en lui présentant les risques auxquels s'exposent les femmes rurales camerounaises en donnant la vie dans les structures sanitaires dépourvues d'électricité. Et quand j'ai entendu Célestine, moi qui suis une maman de 4 enfants, je me suis dit, ben voilà, la fondation que j'ai créée, Désir d'avenir pour la planète, va venir en partenariat avec le savoir-faire que l'on a pour accélérer l'équipement d'énergie solaire des maternités. Voilà, il va y avoir une deuxième étape avec l'apport du frigidaire, du froid, des équipements pour sécuriser les enfants, aussi de l'arrivée de l'eau avec une pompe solaire pour que l'eau puisse arriver jusqu'ici, jusqu'au lavabo et jusqu'aux toilettes, au sein de la maternité, pour améliorer le confort du travail que font les personnels soignants qui sont remarquables et surtout le confort et la sécurité des femmes. Le projet Maternité solaire, lancé à Bikok, vise 13 communes du Cameroun et cible des dizaines de centres de santé. Dans les zones les plus reculées, nous sommes confrontés à un problème, celui du coût élevé du transport. Nous envisageons donc une production décentralisée à travers des situations où nous avons des centrales solaires isolées. Alors, ce genre de solutions vont se multiplier à travers d'autres guichets. Parce que notre objectif, c'est apporter la solution, c'est apporter l'énergie dans les zones les plus reculées. Après Bikok, dans le centre, Angosas à l'est et Foukoui, dans la région de l'ouest, sont les prochains bénéficiaires du projet. Les autres communes vont suivre progressivement au grand soulagement des populations et particulièrement des femmes. Un autre épineux problème auquel sont confrontées les femmes au Cameroun, ce sont les mariages forcés où des mineurs se retrouvent en train de vivre des relations conjugales contre leur gré avec des personnes du troisième âge. Ces pratiques persistent encore dans les régions septentrionales malgré les sensibilisations sur les dangers que ça représente pour ces jeunes filles et également pour l'avenir des femmes dans cette partie du Cameroun. Reportage Xavier Foka. Le Cameroun a ratifié en 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant qui fixe l'âge minimal du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons. Selon une étude menée par l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes Extrême Nord, 60% de filles de cette région âgées entre 13 et 15 ans sont victimes de mariages précoces et forcés. 76% d'entre elles sont pauvres et 15% déscolarisées. Le peuple Oza, dans la localité de Mémé, arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava, est victime de ce fléau. Quand les enfants partent en vacances, donc nous constatons que généralement les filles du CM2 ne reviennent pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils veulent les envoyer en mariage. Exacerbé par ce phénomène reprimé par la loi, le peuple Oza sort de sa réserve,
dénonce et s'oppose à une pratique dont les racines sont directement liées à l'influence des traditions ancestrales et dont le taux de dénonciation reste assez bas. L'accès à l'éducation reste le gage de changement de mentalité. La population dit non, le peuple ouzani dit non. Nous pensons que le peuple devait envoyer des enfants à l'école afin de bénéficier, n'est-ce pas, de l'éducation. Nous sommes en train d'étudier ensemble avec le président d'APE de traquer ses parents qui retiennent les enfants pendant les grandes vacances. Lors de l'Assemblée générale de ce peuple d'environ 12 000 âmes, cette question a été longuement abordée. À côté du problème de mariage précoce, la question de la représentativité des fils et filles de ce peuple sur l'échiquier politique. Pour inverser la tendance, une étape importante, les inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes là venus pour s'inscrire aux listes électorales pour pouvoir se présenter dans le législatif comme dans le municipal pour que le peuple ourza ait aussi une place, ne serait-ce que même dans la commune. Le phénomène de mariage précoce touche plusieurs autres régions du Cameroun. La loi camerounaise stipule tout de même qu'une fille âgée d'à peine 15 ans peut se marier avec le consentement parental. Parmi les corps de l'armée camerounaise qui sont sur le front du développement économique, du combat et la protection des populations figure le génie militaire. Au moment où le Cameroun doit célébrer la fête nationale de l'unité, quels sont ses mécanismes de fonctionnement et ses actions sur le terrain? Élément de réponse avec Guy Zogo dans ce reportage. Au cœur de l'armée camerounaise, le génie militaire s'affirme aujourd'hui comme une entité indispensable dont le rôle s'est accru au fil du temps. À la mesure de sa montée en puissance, son implantation territoriale s'est aussi étendue à travers le Cameroun, loin de ce qu'il était à sa création en 1962. Le génie militaire, c'est un bras séculier du gouvernement qui travaille sur haute instruction du chef de l'État. Et au jour d'aujourd'hui, le génie militaire, c'est 5 régiments, une direction, un centre d'instruction spécialisé d'application et de perfectionnement. Cette position centrale du génie militaire débouche sur des activités étroites avec les institutions gouvernementales. Le génie militaire, c'est également plusieurs chantiers que nous exécutons de par la République, les chantiers de développement que nous travaillons auprès des ministères clés comme le ministère des Travaux publics, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation de base et bien évidemment des travaux liés à l'aide à la mobilité que nous réalisons dans le cadre des problèmes que nous connaissons dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est aujourd'hui. Et concrètement, les projets conduits touchent la nation au cœur de par leur importance. Les parcours Vita, Yaoundé, Douala, Bamenda, et là nous sommes en cours pour le parcours Vita de Ngaoundé, les marchés modernes de Bertois et de Saint-Mille. Les routes, boulevard La République de Douala, la route de Japoma, le boulevard Kakatare à Maroua. Le projet Mora Dabanga Kousseri, qui est un projet financé par la Banque mondiale, qui finance ainsi pour la première fois une armée dans le monde. Mais malgré ce tableau élogieux, les polémiques ne sont pour autant pas éloignées, à l'instar de l'affaire du boulevard Kakatare à Maroua, au sujet duquel le génie militaire a été accusé de ne s'être pas montré à la hauteur. La première phase a été réceptionnée en 2016. Nous avons attendu les moyens pour pouvoir lancer la deuxième phase. Lorsque les travaux de la phase sont achevés et réceptionnés, nous attendons les moyens suivants. Et ces moyens, nous avons reçus et nous avons lancé la pose de l'enrobé. Nous avons fait déjà une première partie, notamment du carrefour de Djarma jusqu'au pont vert. Et là, nous allons continuer certainement jusqu'au niveau du carrefour prison et nous allons attendre encore des moyens pour pouvoir continuer. Au-delà de ces incompréhensions, l'avenir du génie militaire se dessine déjà. La réorganisation vise bien évidemment à pouvoir inclure à l'intérieur du génie militaire certaines activités. Le génie militaire a une action de combat qui est importante en zone de guerre et aujourd'hui, la lutte contre les engins explosifs improvisés incombe au génie militaire. Et c'est une menace qui n'existait pas lorsqu'on a réorganisé le génie militaire en 2012. Donc il est question aujourd'hui de pouvoir inclure ces menaces et de pouvoir ajouter d'autres missions au génie militaire. À terme, ce chantier va aboutir à la formation plus pointue du personnel du génie militaire, à l'instar des officiers ingénieurs et autres hommes de rang outillés pour des travaux qui interpellent cette unité de l'armée camerounaise.
un public reportage dans ce journal. Vous êtes amateur de paris et vous souhaitez fructifier vos gains. Une seule adresse, la plateforme en ligne BetMomo qui vous permet désormais d'accéder à des paris en ligne reportage. Aux bonnes fêtes se font les bons coups. Et ça, BetMomo l'a plutôt bien compris. BetMomo, le premier site de paris en ligne, celui-là même qui vous permet de parier en direct sur tous les sports via les plateformes de transfert d'argent des opérateurs de téléphonie mobile. L'entreprise s'est donc offerte une bonne fête du travail le 1er mai 2019 en réalisant une bonne brochette de bons coups. Dans un élan de charité, la jeune et dynamique équipe de BetMomo va s'ébranler de bonheur du siège de l'entreprise à Bonamoussadi à Douala 5e à l'orphelinat refuge Menrab Hebga pour handicapés et nécessiteux situé au quartier PK11 Bassa. Les bras chargés de produits de première nécessité, les travailleurs de BetMomo ont tenu à célébrer leur 1er mai en donnant du sourire aux nécessiteux. C'est un élan de cœur qu'on a voulu comme ça prôner par rapport à la fête du travail. Et puis cette année, on a voulu, n'est-ce pas, valoriser cette action sociale de soutenir ces enfants orphelins, ces enfants nécessiteux et certains pour eux handicapés. Une chaleureuse visite qui a permis à 2 pensionnaires de bénéficier des bourses de formation professionnelle en maçonnerie pour l'un et en hôtellerie et restauration pour l'autre. Une fois le sourire offert, BetMomo met le cap sur un espace vert de détente. Ici, c'est le temps du team building qui vise à motiver et à resserrer les liens entre collègues, entre collaborateurs. Donc maintenant, mon souhait au sortir de là, c'est que chacun note ses enseignements et les mette en pratique pour que BetMomo, demain ou après-demain, soit une boîte qui prospère. Un instant délicieusement agrémenté par des jeux. Le tout autour d'un pot et d'un plat, comme le veut le principe sacré des grands événements. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. La grande équipe de Yaoundé mobilisée pour vous faire vivre cette deuxième partie de l'émission Equinox Soir pour le débrief du journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.